une partie de ma question. Alors sur les dérapages, sur la question des dérapages, évidemment, moi je les condamne toujours, il n'est pas question de ne pas les condamner, c'est bien souvent des propos qui sont choquants, qui sont blessants et qui en plus n'apportent absolument rien au débat. En revanche, ce qui m'importe, c'est que, au-delà du fait de les condamner, on comprenne comment des gens disent ça. Et moi, ça m'amène à dire la chose suivante. Je pense que, moi, quelle est la France dont je rêve? Puisque tout à l'heure, on parlait de l'avenir. Quelle est la France dont je rêve? Et je ne sais pas si c'est la vôtre, d'ailleurs, si c'est celle à laquelle vous rêvez, vous, mais moi, au regard de, je sais pas, moi, mon éducation, mes valeurs, ce pourquoi j'ai décidé de m'engager pour mon pays, disons les choses. C'est quoi? C'est d'abord une France qui soit courageuse. Moi, j'aime le courage. J'aime qu'on dise les choses, qu'on les assume, on va jusqu'au bout, etc. Bon. J'aime une France qui réfléchisse à son rassemblement. Il y a des moments dans l'histoire de France où la France est émouvante parce qu'elle est rassemblée, parce qu'on va ensemble franchir le pont d'Arcole pour défendre le pays, parce qu'il y a des moments où on est vraiment, on a envie de se battre pour le même projet. Bon, et il faut bien le dire, depuis 15 ou 20 ans, des projets qui nous rassemblent, il n'y en a plus beaucoup. Bon. Et puis enfin, la France dont je rêve, c'est une France qui est ouverte au monde. C'est-à-dire qu'on arrête d'être enfermé sur nous-mêmes, rabougris, malthusiens, là où on devrait être au contraire ouvert, apprendre des autres pays, voyager, aussi passer notre message. Enfin, c'est ça dont on peut rêver. Donc c'est vrai que c'est mieux que simplement le vote protestataire vers le FN. Seulement pour y parvenir, il faut que les gens se sentent bien avec eux-mêmes, bien dans leur ville, bien dans leur pays. Et pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils soient respectés. Et ça veut dire que tout le monde doit être respecté. Tous. Celui qui est d'immigrés récentes comme celui qui est français depuis 20 générations. Celui qui est jeune comme celui qui est vieux. Celui qui bosse comme celui qui bosse pas. Celui qui est dans un quartier bourgeois et confortable et celui qui est dans un quartier difficile. Bref, il faut qu'on assume que chaque Français est important. Moi, ce qui m'insupporte, c'est cette pratique qu'on a chez nous de toujours vouloir mettre une espèce de ligne de séparation morale entre ceux qui ont toujours raison, ceux qui ont toujours tort, les gentils contre les méchants. C'est insupportable. Les riches contre les pauvres, c'est insupportable. On a besoin de chaque Française et de chaque Français. C'est ça une nation rassemblée. Et c'est à ça qu'on doit travailler. Et c'est pas utopique. C'est pas du tout pour des raisons utopiques que je vous dis ça. C'est parce que je ne connais pas de nation qui survive si elle n'est pas en recherche permanente des éléments de son rassemblement. Voilà. Et ça, c'est absolument essentiel. Ça tient, bien entendu, aux décideurs qu'elle se choisit, mais ça tient aussi aux hommes et aux femmes qui la composent. Cette idée de ne pas être sans arrêt dans l'envie, dans la jalousie, mais plutôt au contraire dans l'admiration. Vous connaissez la parabole il y a un Français et un Américain qui voit passer un milliardaire dans une Rolls-Royce. L'Américain, il dit comment je peux faire pour devenir comme lui, et le Français, il dit qu'est-ce qu'il a volé pour en être où il est. Bon, ben voilà, c'est ça dont il faut sortir. C'est vraiment essayer d'avoir une autre approche de notre société, qui soit beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus généreuse, au sens noble du terme. C'est à ça qu'il faut travailler maintenant. Ouais. Bonsoir, monsieur le député-maire. Moi, j'ai une question sur un sujet qui n'a pas été abordé, c'est la question du Grand Paris. Parce que j'habite dans une ville, dans le 93, le sénateur-maire, notamment, prône la mise en place de ce projet, qui est Philippe Dallier. Monsieur Philippe Dallier. Ouais, exactement. Donc en fait, la question, c'est si effectivement il y a... Adhérent à Génération France. Adhérent à Génération France. Exactement. Donc ma question, c'était si effectivement le Grand Paris était mis en place, quelles seraient vos priorités et les choses que vous feriez pour... Le Grand Paris, je vais vous dire, c'est un projet formidable à tous égards, et pour être tout à fait sincère avec vous, c'est le projet qu'aurait dû mettre en œuvre Huchon s'il avait été un bon président de région. D'ailleurs, moi, si j'avais été élu président de région en 2004, c'était ce que je voulais faire. Bon. Alors, du coup, le président de la République, voyant la nullité de la région, a dit on va le faire, mais évidemment que ça devrait être typiquement un truc construit par Huchon, si vous voulez que je vous dise. Je suis désolé, parce qu'il y a peut-être parmi vous des admirateurs passionnés Huchon, mais la vérité, c'est que c'est un monsieur respectable, charmant, avenant, sympathique, vous voyez, je fais un effort, mais dont le bilan est absolument zéro. Zéro. Qu'est-ce que je veux mettre, moi, dans le Grand Paris? D'abord, premièrement,
c'est une agglomération de 11 millions d'habitants, c'est-à-dire à taille des grandes agglomérations du monde. Chicago, Los Angeles, Shanghai, pour ne prendre que ces trois-là, sont des agglomérations qui ne font pas 2 millions d'habitants comme Paris. Bon, on est évidemment sur des échelles beaucoup plus importantes. Donc ça doit être en fait un ensemble pertinent du point de vue territorial qui accueille à la fois des lieux spécifiques dédiés à l'excellence française et européenne, d'autre part un lieu où il y a de la qualité de vie au quotidien, transport, logement, sécurité, emploi, et qu'on n'ait non pas la frontière dépassée que constitue ce malheureux périphérique qui ne ressemble plus à rien, mais en réalité une véritable approche globale sur une agglomération de 11 millions d'habitants. Alors le problème, c'est que ce projet, pour que ça marche, il faut que les gars soient d'accord entre eux. Donc pour l'instant, Jean-Paul Huchon n'est pas hyper pushy, quoi. Donc avec un peu de chance, Valérie Pécresse sera élue dimanche. Et donc à ce moment-là, ce sera plus facile. Si elle ne l'est pas, on avisera. Bonsoir, M. Copé. Je veux savoir comment vous interprétez les 52% d'abstention que vous avez soumis hier. Bah écoutez, je les interprète comme il convient de le faire en pareilles circonstances, des gens qui pour l'essentiel appartiennent probablement à notre électorat et qui ne sont pas venus voter parce qu'ils ont la peur de la crise économique, parce qu'ils ont des interrogations sur l'avenir, parce qu'ils attendent de nous un certain nombre de choses et que j'ai passé la soirée d'hier à les appeler à une mobilisation générale parce que c'est d'eux dont on a besoin, voilà. Et puis au lendemain du second tour, en fonction des résultats, on tirera les leçons de tout ça et puis on se préparera pour l'étape suivante, c'est-à-dire les 2 années qui suivent d'ici à la fin de ce quinquennat. Mais il faut se mobiliser beaucoup. Oui. Une question, l'histoire de Copé, c'est le signe du professeur Gauthier. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez fondamentalement européen. Oui. Je me permets de revenir sur ce point. Et je voulais savoir quelle est votre position par rapport aux finances publiques grecques et de la solution, ou plutôt de la non-solution proposée par l'Europe, et plus particulièrement la France et l'Allemagne. Deuxième question un peu plus franco-française, et un petit peu dans les coulisses, j'allais dire. Avez-vous un petit peu discuté avec Nicolas Sarkozy, sur les résultats d'hier? Quelle est sa position là-dessus? Voilà. Alors, la Grèce. La Grèce, c'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est quelque chose qui pour nous est un gigantesque problème, parce que ça signifie que des institutions normalement dédiées à surveiller le comportement des pays n'ont pas fait leur travail. La Banque centrale, la Commission payent tous les jours des fonctionnaires pour venir vérifier ce qui se fait dans les différents pays. Moi, j'ai été ministre du budget pendant 3 ans, je recevais régulièrement des demandes de la Commission qui me demandaient en permanence de justifier nos comptes, nos dépenses, etc. Quelle n'a pas été donc notre surprise et notre tristesse de voir que la Grèce avait un peu pipoté tout le monde. Bon. La situation donc en Grèce est aujourd'hui absolument catastrophique. Il n'est pas question de rester comme ça. 13% de déficit sur le PIB, c'est des scores absolument considérables, qui n'ont rien à voir avec les nôtres, même si les nôtres sont élevés, et qui commandent évidemment de prendre des décisions. Le problème, c'est que comme d'habitude, on n'a pas anticipé. Donc on est pris au dépourvu quand la bise fut venue, voilà, et donc on est coincé parce que tout d'un coup on réalise qu'il faut se mettre d'accord. Et comme on n'a pas de gouvernance européenne digne de ce nom, on n'en a pas parlé, et donc on est pris de court. Les Allemands veulent pas d'aide, nous on veut plutôt les aider. On sait que si on fait rien, c'est le FMI qui va s'en occuper, ce qui serait quand même l'humiliation suprême. Donc voilà, on voit bien les enjeux pour nous. Et c'est vrai que si les Européens ne se mettent pas en mobilisation sur ce point pour trouver une solution de gouvernance, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui peut se poser dans d'autres pays et ce ne sera pas satisfaisant. Donc il faut naturellement prendre ça extrêmement au sérieux et suivre ce dossier de très près parce que ce sera une jurisprudence par rapport aux autres pays.